These beats are hot. Hot, 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 hot. In the mix with the baddest DJ. Et nous revoilà sur Brutal Radio en compagnie de Matt Grolet. Ouais, ça c'est cool ça. Ça c'est cool, je suis là. C'est bon, Ma tout bière va à la bien. main. Yes, la grande classe. Comme un homme, comme un mal alpha. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir pour ton gros dossier? Alors ce soir, je vais parler pour le gros dossier. Ouais. Il faudrait que je récupère mon papier, bouge pas. Parce que je l'ai pas comme ça, tu vois. Alors, C'est des petites. avant toute chose, j'aimerais signaler mes sources. Ouais. Parce qu'en tant que grand journaliste de Brutal Radio, j'aimerais signaler mes sources, qui sont Wikipédia, En bas. qui sont Tu m'étonnes. Wikipédia, bien obligé, Réalité Virtuelle Magazine, Google, Science et Avenir et ma culture personnelle. Oh, hein. Alors donc, le gros dossier de ce soir, la réalité virtuelle, outil de divertissement ou outil de conditionnement. Première ça partie. c'est large comme sujet. Hein. Eh Ouh oui, là là. eh oui, eh oui, eh oui. Ah, t'es sûr qu'on aura fini à 23h? Eh oui, t'inquiète pas, de toute façon, je vais essayer d'aller vite. Alors c'est parti, première partie, suivre le lapin blanc. L'expression réalité virtuelle, ou multimédia immersif ou réalité simulée par ordinateur, renvoie typiquement à une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels. C'est bon, j'ai perdu personne? Bon, non, jusque-là c'est la base. Jusque-là, c'est la base. Certains font remonter l'expression à Antonin Artaud, écrivain essayiste qui décrit le théâtre comme une réalité virtuelle. La paternité du mot réalité virtuelle apparaît pour la première fois, accroche-toi bien, en 1938, dans sa série d'essais. Le Attends, théâtre enculé, et son c'est pas déjà fait. alors en plus, dis-toi, le mec c'était un Marseillais quoi. Oh, ouais, bah c'est pour ça. Et il a fini en asile psychiatrique. Ah, bah je suis pas étonné du coup. Je suis pas étonné moi non plus. Il rappelle alors la parenté entre science et art, plaçant sur le même plan la réalité virtuelle du théâtre et les abstractions symboliques utilisées par les chimistes. Alors là, je vais te donner sa définition. Je t'avouerai que Ouais, même parce là, ça a moi, l'air bien, bien même tiré moi par j'ai les pas cheveux, à saisi. mon avis. J'ai pas saisi sa définition, mais voilà, si t'arrives à comprendre, tu me diras. Il Ouais. écrira ces mots en guise de définition. Tous les vrais alchimistes savent que le symbole alchimique est un mirage, comme le théâtre est un mirage. Et cette perpétuelle allusion aux choses et aux principes du théâtre, que l'on trouve dans à peu près tous les livres alchimiques, doit être entendue comme le sentiment, dont les alchimistes avaient la plus extrême conscience, de l'identité qui existe entre le plan sur lequel évoluent les personnages, les objets, les images, et d'une manière générale, tout ce qui constitue la réalité virtuelle du théâtre, et le plan purement supposé et illusoire sur lequel évoluent les symboles de l'alchimie. T'es bon, Putain. t'as saisi? Ouais, j'ai compris l'idée générale. L'idée générale, c'est que en fait, le théâtre est une réalité qui n'existe pas, Voilà. pour lui. Ah, et Et- pour lui, puisque c'est dans un tableau périodique. Voilà, en plus, mais lui voit vraiment le théâtre comme quelque chose, une réalité qui n'existe pas, quoi. Bah, en bref, là, le mec te parle du cinéma. Oui, c'est ça, parce que Voilà. si on extrapole par rapport à notre période, et ben voilà, c'est tout ce qui est cinéma, dessin animé, enfin tout Tout à fait. qui nous génère une réalité différente. Antonin Antonin Artaud utilise alors l'expression réalité virtuelle pour décrire la nature illusoire des personnages et des objets dans le Ouais. théâtre. Voilà. Ok. Donc du coup, avant les années 1950, la notion de réalité virtuelle est implicitement esquissée par Platon dans son allégorie de la caverne, ainsi que par René Descartes qui envisage dans son discours de la méthode l'hypothèse que les témoignages de ses sens pourraient n'être qu'une série d'illusions coordonnées par un esprit malin, voire un démon. Ouais, t'imagines là, on arrive dans Matrix là. Hein. Ouais, t'imagines, c'est ouf. Non Hein. mais ça, on en vient au. Là, tu parles de conditionnement là. Ben oui, c'est le truc. C'est là où ça devient vachement intéressant de se préoccuper de la réalité C'est clair. virtuelle. Même en faisant quelques recherches déjà, rien que sur Wikipédia, tu te dis mais Ouais. merde,
Ouah, ça craint. Oui, ça craint, ouais. Ça craint à bloc, quoi. Ah, de Et- toute façon, le but, c'est de faire croire quelque chose qui n'existe pas à quelqu'un. Voilà, déjà. Tout à fait. Tout à fait. Alors déjà, moi j'ai un Oculus à la maison, je le mets, je fais un jeu. Voilà. Ça m'envoie dans un nouvel univers, je fais autre chose. Exactement. Ça m'évite de Et- boire toutes mes bières. Pour ceux... Et pour ceux qui ne connaissent pas Platon et l'allégorie de la caverne, grosso modo, si je me rappelle bien, il s'agit d'un mec qui est enfermé tout au fond d'une caverne, et sur le mur de la caverne, en fait, il voit des ombres, donc des sortes de monstres, des trucs comme ça, et en fait, lui ne voit que ça. Donc du coup, il est très apeuré par ce qui se passe à l'extérieur de la caverne, et il n'en sort jamais. Sauf que, en fait, dans l'autre coin de la caverne, en fait, je crois que c'est des gens ou un truc dans ce style-là qui produit ces ombres-là grâce à la lumière d'une lanterne. D'accord. Une projection d'ombre par la lumière. Voilà, et du coup, Wow. ils le font vivre dans une réalité qui n'est pas vraie en fait. Genre Ouais, mais l'extérieur c'est est flambé, c'est l'apocalypse et tout, alors que non, pas du tout. Quoi. Y a pas de monstre, y a rien, quoi, tu vois. Donc c'est ça en fait l'allégorie de la caverne, quoi. Ouais. Donc voilà pour ça. Le Cependant, sujet les est vaste, premières... hein. Pardon, excuse-moi. Le sujet est vachement vaste. Hein. Oui, le sujet est vachement vaste, c'est pour ça que je vais essayer de faire au mieux, quoi. Donc cependant, les premières références à l'idée de la réalité virtuelle telle que nous l'entendons aujourd'hui proviennent pour la plupart, comme tu l'as dit, de la science-fiction. Donc comme Matrix, etc. Mais Oui, voilà. comme dirait Édouard Philippe ou Macron, j'y reviendrai. J'y reviendrai plus tard. Donc, en 1935, Stanley G. Wenbaum publie une nouvelle intitulée Pygmalion Spectacle, dans laquelle il fait essentiellement la description de lunettes permettant à celui qui les porte d'accéder à un univers virtuel dans lequel il peut interagir, toucher et sentir. 1935, Eh ben, c'est oufissime. C'est Les mecs, clair. précurseurs. plus que des précurseurs. Ouais, hein, parce que, c'est visionnaire, quoi. c'est clair, hein, c'est de la folie. Pendant les années 1950 à 1970. Dans les années 1950, Morton Ailing, cinéaste et directeur de photographie, met au point une expérience de théâtre qui permet d'englober tous les sens d'une manière efficace. 1962, il construit un prototype de son appareil surnommé le Ouais. Sensorama. Alors le Sensorama, pour ceux qui ne Oh, connaissent pas, c'est un appareil entièrement mécanique qui ressemble à une grosse borne d'arcade, en fait. Il se compose d'une chaise simulant des mouvements, d'un écran stéréoscopique à large angle de vue et de haut-parleurs stéréo. Je regarde en même temps que mes sons tournent bien sur la radio. c'est de la folie. Hein. Les mecs, lui aussi, c'est un visionnaire. Hein. Ah ouais, complet. Il possède même une soufflerie pour recréer les effets du vent et Ouais. diffuser du parfum. Alors, j'ai déjà entendu parler de cet appareil-là. Alors si tu veux même faire mieux, tu as les schémas sur YouTube, sur internet, et une vidéo d'un mec qui a un Sensorama chez lui. Et le mec il est en train de faire une présentation du Sensorama dans son jardin. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, je crois que c'est la seule. Et le mec te présente ça, il met la tête dans la borne d'arcade. Mais c'est un truc, c'est ultra flippant, hein. Quand tu sais pas ce que c'est, Ah bah, tu m'étonnes. wow, tu regardes ça, tu dis ok, chaud. Tu dis non, non, je mettrai pas ma tête là-dedans, quoi, c'est mort, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, il permet donc aux spectateurs de vivre une expérience d'immersion visuelle et auditive dans une scène réelle filmée au préalable. Genre, t'avais, je crois, 4 Ouais. ou 5 scènes tournées, un rallye de course, une balade en forêt, genre une meuf qui te parle devant la mer, et bien entendu avec voilà les odeurs, le son, etc. Voilà. Trop en avance sur son temps, le Sensorama n'a pas convaincu les investisseurs de l'époque et ne fut jamais commercialisé. Voilà. Mais c'est 19... qu'on Oui. parle de cinéma dynamique, on parle de Tout à fait. d'autorama, on parle Tout de à tout ça fait. là. Hein. Et si tu veux même que je te dise un truc, Laura, quand je lui en ai parlé, elle m'a fait une remarque. Elle m'a dit, mais en fait, c'est le cinéma 4DX, tu me décris. Oui, voilà. J'ai dit, bah, Grosso modo, c'est ça. grosso modo. Avec les sièges qui bougent et tout. Enfin, là. C'est ça, grosso modo, on est en 1962 et le mec a inventé cinéma 4DX. C'est clair. Voilà, à son échelle à lui, mais il l'a inventé. Oui, à quoi. son échelle à lui, mais au moins il a eu l'idée de le faire. Voilà, et ça c'est pas du tout commercialisé. Bref, 1966, la technologie de réalité virtuelle est introduite au sein de l'armée de l'air, qui se voit désormais dotée d'un simulateur de vol, bien évidemment.
Il convient également de souligner l'apport de la micro-informatique aux technologies de la réalité virtuelle. Et c'est là que c'est très sympathique et que tu écoutes bien, ça va te faire réaliser des choses. La création de la souris, par exemple, marque l'avènement de la première interface homme-machine qui exploite le mouvement de la main. Donc en fait, grosso merdo, ce qu'on t'explique, c'est que en utilisant ta souris, tu rentres dans la machine. Oui, c'est un peu ça l'idée. C'est ça, ton mouvement de main rentre dans la machine. Tu es une extension du programme au final, quoi. Je regarde ma tour là depuis tout à l'heure, ce que je vais lui mettre ce soir. Je vais lui faire l'amour. Donc, j'accélère, hein, t'inquiète pas. Non, mais c'est très intéressant parce que la relation. La quoi, tu m'as dit, pardon ? La relation homme-machine, elle vient à la base de la souris. Tout à fait. Les années 1970 à 90, c'est important de détailler à chaque fois par tranche de 20 ans parce que c'est vraiment pour bien comprendre là où je vais en arriver, quoi. 70 à 90, le premier casque de réalité virtuelle est créé à l'université de l'Utah dans les années 1970 par Daniel Vicker. Formé de 2 écrans, le casque donne à l'utilisateur la possibilité d'observer la scène virtuelle qui lui est présentée en tournant la tête. Quelques années plus tard, une nouvelle interface est mise au point, le gant de données, Data Glove. Ce dispositif, créé en 1982, mesure le déplacement de la main et les doigts et le communique à l'ordinateur. Ça me fait marrer, ça me rappelle le Power Glove de la NES. J'y reviendrai plus tard. Parmi les premiers hypermédias et systèmes de réalité virtuelle, on compte le Aspen Film Cart. Créé au MIT en 1978, le programme se veut une simulation virtuelle brute de la ville d'Aspen, au Colorado, et permet aux utilisateurs d'errer dans les rues dans l'un des 3 modes, été, hiver et polygone, parce que bien évidemment c'est une saison comme une autre. Les 2 premiers modes sont basés sur des photographies. Les chercheurs avaient photographié chaque mouvement possible à chacune des saisons. Et donc le 3e, c'est un modèle basique en 3D de la ville. Ouais, le boulot, toi. Ah, c'est un truc de malade. 1982, l'entreprise Atari fonde un laboratoire de recherche pour la réalité virtuelle, mais l'unité est fermée après seulement 2 ans en raison de l'Atari Shock, donc le crash du jeu vidéo en 1983 en Amérique du Nord. Exactement. Et on pourrait parler aussi de l'affaire E.T., si je dis pas de bêtises, où les cartouches ont été enterrées, il me semble. Ah oui. Je sais pas si c'est la même époque, mais... Si, c'était en 82 ou 83, alors ils ont sorti un jeu qui était déjà pas fini, qui était basé sur le film E.T. D'accord. Alors, ils ont eu tellement honte de ça qu'ils ont enterré une partie des jeux. Mais il y en a eu dans le commerce. Hein. Oui. Parce que moi j'avais un Atari 2600 et si ma mémoire est bonne, il me semble. Il te semble que ça a coupé ? Il me semble que je l'ai eu moi ce jeu-là. Ah ouais, mais une grosse partie des jeux ont été enterrés. Donc, tellement ils ont eu honte du résultat. Ah mais tu m'étonnes vu la gueule du truc. Attends, faut savoir que par contre niveau graphique et tout, c'était dans les standards de l'époque. Ouais. Là. Enfin c'est vrai que quand tu regardes ce jeu-là, tu le regardes avec tes yeux actuels, quoi. Ouais, mais bon, moi j'ai eu la NES sortie en France quasiment Day One, donc c'était en 82. À côté de E.T., t'avais Mario, quoi. Ouais. Ah oui, attends, faut quand même se mettre. Hein, t'avais quand même un sacré bon. La comparaison fait mal. Ah bah oui, la comparaison fait mal tout de suite. Hein. Malgré tout, les employés recrutés, donc Tom Zimmerman, Scott Fisher, Jaron Lanier et Brenda Laurel, poursuivent leurs recherches sur les technologies liées à la réalité virtuelle. En 1980, le terme réalité virtuelle est popularisé par Jaron Lanier, l'un des pionniers du domaine de la réalité virtuelle. 85, ils fondent la société VPL Research, société à l'origine de la création de plusieurs appareils VR comme le Data Glove, l'Acephone, l'Audiosphere. Voilà. Alors après, c'est un peu plus technique, mais là où ça devient intéressant, c'est que le VPL Research autorise l'utilisation du Data Glove, donc le fameux gant, par l'entreprise de jeux de société Mattel. Et écoute bien jusqu'où ça va, le cheminement. Oui. Mattel a utilisé cette technologie et créé un accessoire connu sous le nom de Power Glove. Voilà.
Difficile à utiliser, le Power Glove vendu 100$ est peu populaire auprès des consommateurs. Alors, Attends, je termine juste ça, tu diras ton truc après, promis. Ouais, l'anecdote de ouf. Bah oui, tu vas voir. Des jeux comme Super Mario Bros, Metroid, Castlevania, Contra ou Raid Racer donnaient la possibilité d'utiliser le Power Glove. Pour sauter dans Super Mario Bros ou Metroid, il fallait lever le bras rapidement vers le haut. Il fallait pointer du doigt pour tirer dans Contra ou Castlevania. Et il fallait mimer les mouvements du volant pour conduire dans Raid Racer. Qu'est-ce que tu voulais dire, dis-moi? Alors, ce truc-là, cette merde-là, moi je l'ai testé, alors du haut de mes 8 ans, Ouais. je l'ai testé, c'était une merde. Ah, tu m'étonnes. J'ai jamais réussi à le faire marcher correct. Et j'en ai pleuré, hein, parce que j'en rêvais de ce truc, hein, quand tu voyais la pub de ouf qu'il avait fait autour de ça, c'était le... Ah, extraordinaire. On rentrait dans un autre monde, hein. Attention, il fallait se mettre à la place des gens qui voyaient ça pour la première fois de leur vie. Hein. J'avais un magasin là, qui était pas très loin de chez moi. Les vieux, ils ont eu cette chaîne de magasins là, qui s'appelle NASA. Véridique. Ça a coupé, tu m'as dit, ils avaient une chaîne de magasins? Ouais, une chaîne de magasins qui s'appelait la NASA. Véridique. Hein. Excellent. Véridique. C'était une chaîne de magasins française et ils faisaient, quand tu n'arrivais pas à te décider, ils te faisaient essayer le matériel. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'était bien ça. Et donc mes parents, ils m'avaient emmené là-bas, le jour de mon anniversaire, pour que j'essaye le Power Glove, parce que je pense qu'ils avaient eu une F1 et que ça allait être... Et que quoi, t'as dit? Ça a coupé. Je dis, mes parents, ils avaient eu une F1 et ils pensaient que c'était merde. C'était de la merde, ouais. et c'était vrai. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Donc je suis reparti bredouille, mais j'ai testé le pot. La classe, la Power Glove, qui aujourd'hui est considéré par les fans des années 80 comme un objet de collection suprême. Ah ouais, c'est un objet de collection, hein. C'est comme... Pareil dans les nanars, tu vois que ça sert de bras articulés, robotiques. C'est clair. Et bah t'as un autre objet comme ça qui est rentré, qui est devenu culte, hein, complètement cultiste, complètement collection, tout ça. C'est le robot de la NES. Oui, exact, tout à fait, qui est devenu un personnage de Super Smash Bros. Melee. Aussi, oui. Et ce truc-là, il y avait un jeu qui était sorti avec. C'est tout, il y a rien. Pour dire à quel point les trucs... donc je continue si tu me le permets. La popularisation donc du concept de réalité virtuelle est alors à cette époque essentiellement due surtout à des œuvres cinématographiques comme Brainstorm 1983 et Le Cobaye, et à la publication de livres comme Virtual Reality de Howard Ringgold, livres qui permettent aux non-initiés de mieux comprendre l'intérêt et les enjeux des technologies liées à la réalité virtuelle. J'y reviendrai, ouais. T'inquiète. Je vais juste ajouter un truc, quand t'es pas un initié du tout, je trouve que le cobaye, c'est bonne mise en bouche. Ben moi en fait c'est dingue, parce que même encore à l'heure actuelle, quand on parle de réalité virtuelle, le premier truc qui me vient en tête, c'est le film Le Cobaye. Il y a rien de plus explicite en termes de réalité. Enfin, on en parlera après, parce que j'y reviendrai. J'ai d'autres anecdotes là-dessus. Ouais, c'est très intéressant quoi en plus. Donc 1990, Jonathan Waldern, un doctorant recherchant sur la réalité virtuelle, montre Virtuality au Computer Graphics 90, qui est une exposition organisée au Alexandra Palace de Londres. Ce nouveau système est une machine d'arcade qui utilisait un casque de réalité virtuelle pour immerger les joueurs, ce que fera aussi Sega plus tard. CyberEdge et PCVR, des magazines centrés sur l'industrie de la réalité virtuelle, ont commencé à publier dans les années 1990 sur des idées de jeux VR, etc. Tout à fait. Grosso modo, après, l'industrie VR est restée silencieuse jusqu'à, on va dire, effectivement, des années qui s'approchaient des années 2000. Voilà. Ouais, tout à fait. Je termine avec les années 1990 à aujourd'hui. On en a pour 5 secondes. Dans les années 1990, donc, la réalité virtuelle s'est installée dans le secteur du jeu vidéo sur une initiative de Sega, avec le Sega VR. C'est un casque qui réagissait au mouvement de la tête de l'utilisateur, qui était destiné à la Mega Drive. C'est un casque tout noir, avec une sorte de ruban rouge sur le devant. On dirait, on dirait le casque de Brutal Radio, en fait, quoi. ça ressemble vachement à ça, en fait, quoi.
1995, le Virtual Boy est créé par Nintendo et commercialisé au Japon. Le Virtual Boy, le casque VR par excellence que tu pouvais poser sur un trépied et foutre ta tête dedans. En fait, ça ressemble aux jumelles qu'ils ont les flics. Tu sais, ça. Pour contrôler la vitesse. Maintenant, tu joues à de la Game Boy dans un casque à réalité virtuelle. En rouge et noir. En rouge et noir en plus. Et je crois qu'il y avait une limite de temps. Je crois que quand tu dépassais une demi-heure ou une heure, ça disait va jouer dehors, quoi. Oui, ou je sais plus quoi, ouais, t'avais des messages à caractère. Fallait sortir, fallait bouger, fallait. Ouais, c'est hallucinant. Donc c'est seulement à partir de 2014 que la VR commence à se démocratiser réellement avec les annonces de Valve et son Oculus et Sony annonçant son PSVR. Dans la foulée, Samsung joue le jeu aussi en proposant des casques VR pour profiter de vidéos YouTube en vue 360 degrés immersive. Voilà. Donc ça, grosso merdo, on est parti donc là des années 1900 de la notion de la réalité virtuelle en 1938. De la notion, attention. À notre époque actuelle où la VR est encore quelque chose à développer, à mettre en avant, et c'est encore assez pas gagné. C'est pas gagné. C'est encore un truc de niche. Oui, voilà, c'est un truc de niche. Par contre, une fois que tu as goûté, tu peux plus t'en passer. Ça, on est d'accord. C'est pas une drogue, mais tu peux plus t'en passer. Non, c'est pas une drogue, mais t'as des jeux, tu les vois complètement différemment. Ouais. On fait une pause avec une musique. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis on passera à la partie 2 juste après, où justement on reviendra sur les différents médias qui composent... Je souligne que tu as réussi à parler de la Virtual Boy dans notre émission. Ah bah écoute... Celle-là, fallait le faire. Celle-là, il fallait le faire, quoi. Alors attends, tac, je nous mets un petit jingle. Est-ce que tu as une musique en tête? Alors... Un truc qui te vient... Ah ouais, du Powerwolf. Alors, Powerwolf... on doit en avoir. Oui, on en a. Allez, tac. Ah bah tiens, je vais mettre celle-là. C'est une de mes favorites. Hop. On fait une pause et on se retrouve tout juste après Powerwolf, Amen and Attack. À de suite. À de suite. Blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. With the hottest DJ. Et nous revoilà sur Brutal Radio pour continuer le gros dossier de la soirée. Tu es toujours là, Matt? Toujours là. J'attends avec impatience. Continue. Le reste du gros dossier, quoi. Alors attends, juste quelques secondes, s'il te plaît, que je mette en place le reste de la programmation radio. Parce que je peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. J'ai pas 20 bras. Alors, tac, parce que ouais, c'est du boulot en même temps de programmer tout ça, de mettre les chansons, régler le volume, c'est la merde, quoi. Mais bon, on y est. Donc du coup, la réalité virtuelle, comme je le disais, outil de divertissement ou outil de conditionnement. On a fait le chapitre 1, on passe au chapitre 2. La cuillère n'existe pas. Le concept de réalité virtuelle a donc été popularisé à travers divers médias depuis les années 80-90. Alors, là je vais faire appel à toi du coup. Tout à l'heure tu m'as cité par exemple des films comme Matrix, on a parlé du cobaye. J'aimerais qu'on s'attarde un peu plus dessus. Voilà, donc on va commencer je pense par The Lone. Alors attends, comment c'est que c'est écrit? The Lone Mower Man de 1982 par Brad Leonard, qui en français s'appelle effectivement Le Cobaye. Voilà. Vas-y, je te laisse en dire quelques mots si tu veux. Et bah pour moi, le regard que j'ai sur ce film-là, c'est un film qui annonce. C'est un film qui annonce, oui. Qui dénonce. Qui dénonce, excuse-moi. Les dangers de la... Alors, pas exactement de la VR. La VR, d'approcher ça. Mais qui dénonce surtout le comportementaliste, en fait. C'est-à-dire le conditionnement. C'est-à-dire que dans ce film-là, en fait, la base du film, c'est un mec qui est très intelligent, qui est un peu la tête de turc de tout le quartier. Enfin, voilà, bref. Oui, il est teubé. Enfin, il est teubé façon de parler. Il est... il est simplé. Ouais, voilà. Mais ça porte nom comme il est en fait. Ouais, c'est possible. Il est peut-être, je
J'aurais pas dit autiste, hein, j'aurais dit simple. Oui, bah c'est ça, c'est un autiste. Lui, en fait, dans sa tête, il a quoi, il a 10 ans et il a une corde d'adulte de 40 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Non, j'aurais pas dit autiste, hein. Autiste c'est quand même un peu différent, mais j'aurais dit un simplet, quoi. Ouais. Un simple d'esprit, quoi, voilà. Ouais. Et qui va être repéré par un comment on a appelé ça, par un centre de recherche qui lui propose en fait d'augmenter son intellect par le biais de la VR, en fait. Par la stimulation neuronale par la VR. Ouais. Ce qu'il faut préciser, c'est que alors je sais pas si c'est réellement le cas, mais je pense que c'est un des premiers rôles qui a popularisé Pierce Brosnan. Oui, exact. Et il me semble que oui. Et oui, parce que c'était avant qu'il devienne James Bond, quoi. Voilà, tout à fait. Il joue le rôle du médecin, justement, qui veut, grosso modo, le sauver de son intellect. On va dire ça comme ça. Oui. C'est sa vision, en tout cas. Alors, ce qui est drôle, en plus, c'est que c'est que le mec est tellement sûr de lui et tellement hautain dans sa vision du truc que, comme tu dis, il veut le sauver de son intellect bidon, quoi. C'est ça, c'est exactement. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu ça. Ah ouais, c'est hallucinant, quoi. Et du coup, ils lui font faire 2-3 séances. Et ce qui devient complètement ouf, hein, c'est que déjà son intellect il augmente fortement. Mais ce personnage-là, qui était simplé à la base, comprend très très bien la situation. Et il se rend compte de lui-même, de ce qu'il vit, de ce qu'il vivait surtout. Et il en dégage de tout ça une colère, en fait. Exact. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que tout le monde se foutait de sa gueule. Tout le monde le prenait pour un con. C'est ça. Et ouais, c'est le pire, du film, quoi. C'est de comprendre ça, quoi. Il va devenir quelque part. Moi, avec les. Ça a bugué. Je dis excuse-moi. Avec les années, je l'ai vu un paquet de fois ce film-là. Mais avec les années, c'est le constat que j'ai fait. Le personnage devient humain. C'est-à-dire qu'il a des ressentiments, il a de la colère, de la haine, il a pas mal de qui rentrent en ligne de compte. Avant, on aurait pu l'insulter, ça l'aurait fait rire. C'est un enfant. Dans le film, il doit avoir quoi? Il doit être un intellect d'un enfant de 8 ans, on va dire. Alors c'est rigolo parce que ce que tu dis, ça a une approche, en fait, le film a une approche en 3 phases. C'est-à-dire que dans la première phase, c'est limite pas un être humain parce qu'il est tellement simplé d'esprit que tu peux rien lui faire, tu peux pas le faire bosser, il sert quasiment à rien dans la société. Il tond des pelouses, il me semble qu'il tond des pelouses ou des conneries. Ouais, il fait rien, il teubait à bloc. Et la deuxième phase, comme tu dis, effectivement, donc il comprend que tout le monde se fout de sa gueule, il devient plus intelligent, même si je dis pas de bêtises, il prend de l'assurance, du coup il plaît aux femmes du quartier, etc. C'est ça. Donc il devient un être humain vraiment un jeu, quoi. Et je te laisse terminer. Et il va sombrer dans la folie de sa propre haine, en fait. Et c'est un peu dommage. En fait, il va aller au-delà de ça. Il va aller au-delà de cet être humain-là par le biais de la machine. Tout à fait. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, on touche un sujet qui est peut-être plus d'actualité à l'heure actuelle que dans les années 80, alors que pourtant c'était une clé de voûte pour comprendre cette époque-là. C'est qu'on va commencer à parler de transhumanisme, en fait. C'est exactement ça. On va parler de transhumanisme, du fait que l'être humain, grâce à la machine, enfin ce qui va se passer, c'est que le cobaye, donc cet être, à force d'utiliser la machine, il va en comprendre tous les rouages, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son esprit à l'intérieur de la machine, de l'intelligence artificielle, pour la devenir lui-même, en fait. Et il va transcender son corps, quoi. C'est ça. Et il va devenir complètement fou, il se prend pour un dieu, quoi. C'est ça, c'est le rapport homme-machine, il devient complètement différent. C'est ça. C'est un rapport où lui, il va transférer sa conscience, sa conscience dans la machine. Quand tu comprends, c'est pour ça que j'emploie bien le mot clé de voûte, quoi. Parce qu'une fois que tu as compris ça, tu vois la majorité des films qui sortent à l'heure actuelle, et même dans les années 80, d'une manière mais tout autre. Tout à fait. Alors on saute sur le deuxième film qui s'appelle Virtuosity et qui en français s'appelle Programmé pour tuer, qui date de 95 avec Denzel Washington et Russell Crowe. Alors celui-là il faut s'accrocher, moi je l'avais jamais vu, je l'ai regardé hier pendant que j'étais en train d'écrire le gros dossier.
Pour en dire quelques mots, c'est un film avec de nombreux twists, où en fait il est question de Denzel Washington qui joue un flic qui a dérapé dans une intervention et qui est emprisonné. Pour purger sa peine, ils lui font faire des missions en réalité virtuelle, où il chope des suspects, des trucs comme ça pour entre guillemets l'entraîner, tu vois, pour le reconditionner à l'extérieur. Sauf que dans cette réalité virtuelle, tu as un tueur en série qui est récurrent et qu'ils n'arrivent pas à choper. Tu sais pas pourquoi. Et il est joué par Russell Crowe. Voilà. Et en fait, si tu veux, Russell Crowe joue le rôle de ce tueur en série qui a, je crois, 6 personnalités différentes de grands méchants de l'histoire. Genre Adolf Hitler et compagnie, quoi. Et des tueurs en série. Donc du coup, il est complètement timbré. Et en fait, si tu veux, lui, l'IA est consciente de son univers. Que son univers est fictif, tu vois. Et du coup, il va essayer d'interagir avec des gens de l'extérieur, donc de la vraie vie, pour arriver à s'introduire dans la vraie vie, quoi. Oula. Ouais, c'est, tu vois, déjà dit comme ça, bon, déjà je m'exprime mal, mais c'est vachement complexe. Après, à côté de ça, t'as un scientifique, en fait, qui a créé des sortes de nanorobots qui se régénèrent au vert. Et le mec t'explique que ces nanorobots, quand tu en mets des milliards ensemble, tu peux créer des animaux avec. C'est-à-dire que par exemple, je te donne vraiment un exemple concret. Tu as des milliards de nanorobots posés sur une table, d'accord ? Tu les programmes et tu leur dis, je veux que vous mêliez tous ensemble pour créer un serpent. Parce que dans le film, il est question d'un serpent. Donc du coup, tous les nanorobots vont tous s'assembler et vont former un serpent. Mais ce serpent, il sera pas virtuel, il sera pas transparent. Il sera physique. Tu pourras le toucher, il pourra te faire mal. Mais ça restera toujours des nanorobots. Waouh. Voilà. Tiré par les cheveux. C'est... Ouais, mais ça pose aussi la question des nanorobots. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a des projets, il y a des faits scientifiques qui te parlent de nanotechnologie pour réparer le corps humain. Donc tu vois, on est en 1995. Donc déjà, il y a des mecs qui ont des idées sur tout ça, tu vois. Et je te dis, c'est ultra passionnant. C'est des films que tu voyais à l'époque, peut-être comme juste des films d'action, des gros nanars. En fait, c'était, je reprends encore le terme, mais des clés de voûte pour comprendre tout ce qui se passe à l'heure actuelle, quoi. C'est impressionnant, impressionnant. Bon, après, le film va beaucoup plus loin, mais c'est un must-have, comme le cobaye, je pense, pour comprendre la réalité virtuelle, quoi. Et puis t'as plein de twists, c'est assez zarbe. À un moment, t'as Russell Crowe qui arrive dans le monde réel, qui arrive dans une boîte de nuit, qui commence à tuer tout le monde. Et en fait, lui, son trip, c'est la musique. Donc du coup, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il enregistre les sons et il fait une symphonie avec. Tu vois, le mec complètement timbré, quoi. Voilà. Donc après, pour citer d'autres films, séries, moi, ce qui m'est venu en tête aussi, c'était Star Trek, avec la salle de simulation en réalité augmentée. Oui, exactement. C'est vraiment... moi aussi, ça me pète en pleine tronche. Et ouais, ça te parle toi aussi. Notamment, je sais pas si tu l'as vu, il y a un épisode qui me vient en tête, c'était donc Star Trek la nouvelle génération, The Next Generation, avec Picard. Et tu as un officier qui est complètement peureux dans la vie réelle, en fait. Genre, il arrive pas à s'adresser aux gens, quand le capitaine lui parle, il baisse les yeux et tout. Enfin, tu sens vraiment le mec inquiet de tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se fait reprendre de voler à chaque fois parce qu'il passe sa vie dans le simulateur. Et donc le simulateur Star Trek, c'est une pièce carrée, une grosse pièce carrée en fait, genre un bon gros salon, tout noir, avec des bandes de jaunes partout, donc de la réalité virtuelle en bref. Et quand tu rentres dedans, tu peux programmer ce que tu veux. Tu peux partir dans le 15e siècle, tu peux partir à l'ère médiévale, au Far West, et en fait, tu as des IA qui sont programmés pour réagir avec toi, pour te faire vivre des aventures, des trucs comme ça. Et lui, quand il se retrouve là-dedans, il est totalement changé, le mec, parce qu'il sait que c'est virtuel, il a rien à craindre, et du coup sa perception du monde, de ce qu'il est, change totalement. Il est confiant,
il sait se battre, il regarde les gens droit dans les yeux, il frappe, enfin c'est un bagarreur. Ça change du tout au tout. Là, donc là, tu vois, aussi, il y a la question de objet de divertissement ou objet de conditionnement. Voilà. C'est clairement... moi, l'approche que j'ai de cet épisode-là, je l'ai pas... Ah, ça a bugué, mec. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je dis, le regard que j'ai sur cet épisode-là, que je n'ai pas vu, hein, mais... c'est que ça lui permet de sortir de soi-même, en fait, de sortir de cette timidité, on va dire ça comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et c'est à force justement d'y aller, qu'il finit par effectivement gagner une sorte de courage, quoi. Mais bon, qui a ses limites quand même. Qui a ses limites. On parle de Star Trek, qui est une série qui date de 1987. Premier épisode. Donc voilà. Les premiers épisodes, accrochez-vous. Hein. Ouais. Voilà, après Star Trek, en plus de parler de la réalité virtuelle, parle aussi d'intelligence artificielle. De plein de sujets, Star Trek, c'est de la folie. Plein de sujets de malades. Bref. Matrix, bien évidemment. Oui, bah ça c'est c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est pas celui qu'on a parlé le premier, mais c'est celui qui a été au fond du sujet. Moi, je me rappelle de mes parents quand ils sont allés voir Matrix la première fois. Parce que moi, la première fois que j'ai vu Matrix, c'était dans un car pour partir en Espagne, tu vois. Et mon père, il m'a dit: ah putain, tu l'as pas vu le film? J'ai rien compris. J'ai dit ok. Donc, de suite, tu vois, quand il m'a dit ça, ça a posé les bases pour moi d'un film où je comprendrais rien. Et tu vois, ça me paraissait assez mystérieux, quoi. Parce que t'en as des films comme ça qui te paraissent totalement, mais what the fuck? Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas pourquoi. Et en fait, je pense que Matrix était carrément précurseur de beaucoup de sujets actuels, que ça soit sur la réalité virtuelle ou. Alors moi, Matrix est sorti en 99. Moi, j'ai été le voir au cinéma. Je m'attendais pas à ce genre de film. J'étais parti voir un film d'action. Et voilà. Grosse série B avec de la castagne. Je me suis assis j'ai tellement été scotché que j'ai attendu la deuxième séance pour retourner le voir. Ah ouais, je l'ai vu 2 fois de suite. Quand même. Je l'ai vu 2 fois de suite. Ah, il est costaud en termes de raisonnement, d'approche, il y a vraiment tout qui est énorme. Ah, c'est une approche que j'avais pas du tout, moi, à l'époque, j'étais jeune. Tu prends un film d'action, tu vois pas trop ce qu'il y a derrière. Le deuxième visionnage m'a vraiment fait ce qu'il y avait derrière. Donc voilà pour Matrix. On pourrait encore s'étaler des heures dessus, mais c'est pas la question. Il y a eu aussi à l'époque, il y a eu Tron, il y a eu Ready Player One, pardon, plus dernièrement qui en a parlé. Il y a un film qui est sorti à la même époque que Matrix et qui a fait un bide total, c'est Avalon. Tout à fait. Tu connais? Ah oui, je connais bien, parce que en fait c'est un film culte, ça. C'est un film culte de beaucoup de gens qui ont joué au MMO, enfin tout ça, tous ces gens de l'époque des années 80, fin des années 90, début des années 2000. Oui, t'as raison, parce qu'en plus ils mêlent le côté MMO à la réalité virtuelle. C'est ça. Alors c'est un film où il faut s'accrocher, hein. Je vous cache pas. Bien expliqué par contre. Hein. Mais bon, il y a pas mal de rebondissements, mais il faut s'accrocher parce que le film est quand même assez lent et il faut se faire à cette l'image du film. Les effets spéciaux, il devait pas avoir beaucoup de thunes, donc forcément ça se ressent. Ouais. Mais c'est un super film. C'est un super film, là, la fin assez what the fuck aussi. C'est clair. Peut-être qu'en le revoyant dans 10 ans, on comprendra certaines choses. Ou on le verra d'un autre œil. C'est pas injouable. Non, c'est pas injouable. Allez, j'avance. Et pour terminer aussi vis-à-vis des films, moi il y a un truc qui m'est resté gravé, je sais ça va paraître très con, mais c'était Fantôme avec chauffeur. Tu connais? Ah oui, je connais bien ce film. Avec Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, ouais. Gérard Jugnot qui joue le chauffeur d'un patron, je crois, de boîte ou je sais plus quoi, d'un directeur. Et puis je crois qu'il gagne à l'euro-million ou un truc comme ça. Et il meurt. Et du coup, il se retrouve en fait en fantôme avec son patron, qui est aussi fantôme. Et il y a une histoire avec le fils du patron, etc. Enfin bref, là où je veux en venir, c'est que le fils du directeur
y a une scène du film qui dure peut-être 5 minutes, mais ça a marqué ma vie. Et je me suis dit, putain, le jour où j'ai ça, j'y jouerai tous les jours. Et parce qu'en fait, tu vois le gamin qui a un casque de réalité virtuelle sur la tête. Alors, je sais plus ce que c'est exactement. Oh. Et en fait, à l'intérieur du casque, tu le vois arpenter une sorte de labyrinthe dans une pyramide avec des Anubis qui te courent après. Ah oui, exact. Ouais. Ça y est, oui, je me souviens. Ah de ben cette moi, scène. ça a marqué ma vie, quoi. Je te jure, quoi. C'est ça et le cobaye en termes de réalité virtuelle, c'est les premiers trucs. Tac, je les ai en tête. Tu vois, c'est ouf. Comme quoi, tu vois, un film Ouais, à la con peut. Ouais, cette scène-là, je m'en souvenais plus du tout. C'est quand on a parlé. Moi, Voilà. Tom Chauffeur, c'est Philippe Noiret, c'est Junio, voilà. Ouais. Voilà. Bref, j'enchaîne donc sur les médias par exemple comme la musique. On prendra le groupe Megadeth, Megamore, avec l'album Dystopia. La couverture a été réalisée par l'artiste new-yorkais Brent Elliott White, qui a eu l'idée d'opter pour une approche post-apocalyptique. Vic Rattlehead, donc la mascotte du groupe, La mascotte du groupe, oui. tout à fait, il est représenté comme un cyborg avec un casque de réalité virtuelle, un casque au lieu de bouchons métalliques sur les oreilles et un embout buccal ressemblant à un masque. En ce qui concerne la pose du personnage, tenant la tête d'un cyborg qui ressemble à la Statue de la Liberté, il a, alors attends je regarde, il a un katana, donc c'est apparemment un hommage au film Les 7 Samouraïs, Seven Samurai. Le décor rend hommage à l'armée des 12 singes, donc gros film aussi sur la... Alors c'est pas la réalité virtuelle, c'est plus un délire temporel, non l'armée des 12 singes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une machine ça. qui t'envoie dans le temps, quoi. Mais Dans bon, le temps, exactement. encore un autre sujet, quoi. Donc en ayant une ville déserte et détruite, Mad Max en plaçant le personnage donc sous le pont de Sydney, et la série Walking Dead avec les drones censés être des copains zombies asservis du personnage Michonne. Bref. Là où on va en venir, c'est, et moi je l'ai eu, la version collector limitée de l'album, qui était vendue donc avec le CD, et surtout avec un casque de réalité virtuelle en carton à monter toi-même. Tu pouvais mettre ton smartphone à l'intérieur et découvrir des clips exclusifs du groupe en train de jouer en studio, fond noir avec effet. Déjà à cette époque-là. Ouais, moi je peux te donner mon avis sur la chose, je l'ai eu, je l'avais trouvé à Cultura. D'accord. J'ai trouvé le truc à Cultura, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce machin? En plus à l'époque c'était tout frais, tu vois, la réalité virtuelle, tout le monde s'arrachait ça, mais ça coûtait une blinde. Oui, bah oui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bah tiens, tu vois, un casque VR pour le téléphone, bah génial quoi, banco, je l'achète de suite. Et franchement, tu mettais ton téléphone à l'intérieur, nickel, dans le noir, et je voyais Dave Mustaine avec les autres membres du groupe en train de jouer, enfin chez moi quoi, tu vois. La folie. Vraiment la folie. Donc Dave Mustaine est venu chez toi et tu m'as même pas... Putain la classe quoi, on a bu une bière ensemble quoi. Iron Maiden, Virtual 11 est le 11e album du groupe Heavy Metal, sorti le 23 mars 1998. C'est le second enregistré avec le chanteur Blaze Bayley. L'album continue dans la lignée de son prédécesseur avec des morceaux commençant calmement avant de s'accélérer et de faire place au traditionnel riff heavy. Après ça parle plus de l'album, etc. tel qu'il est, mais là où c'est intéressant, c'est que la pochette représente Eddie the Head, donc la mascotte du groupe, qui ressort des ténèbres, et un jeune garçon avec des jumelles. Alors eux, ce qu'ils appellent avec des jumelles un détecteur de mouvement. Non, c'est un casque de VR. C'est un casque de VR, exactement. Quoi. Tu le vois hein, sur la pochette. C'est un casque... tu le vois très bien. Je l'ai cet album-là. Ouais, exactement. Quoi. C'est un casque de réalité virtuelle. Oui. Je suis ultra fan, donc tout le monde le sait, de Maiden, mais c'est vraiment une période que j'ai pas aimé. Ouais, pareil. Bah, Blaze Bayley, bof. Voilà quoi. Sur ça. Voilà, c'est ça. Et donc du coup le gamin qui a le casque regarde le ciel avec derrière lui des jeunes hommes jouant au football. Donc ça c'est un gros clin d'œil au fait que Iron Maiden jouait très très souvent au football avec leur équipe. Selon Steve Harris lors d'une interview, Eddie représenterait... Alors écoute bien ça aussi puisque c'est intéressant. C'est une vision de la réalité virtuelle qui est assez spéciale, mais vu qu'on parle de conditionnement, de tout ça, pour lui... donc Steve Harris, le bassiste du groupe, Eddie représenterait un extraterrestre venant détruire la Terre. Et le jeune homme, un astronome, qui ne se doute pas de l'attaque du monstre. D'accord. Voilà, cette pochette reprend un peu le scénario de l'album Somewhere in Time. La pochette est en quelque sorte un message futuriste
prévenant des dangers qui peuvent exister loin dans l'univers, mais qui peut-être dans 300 ans ressortiront de leur cachette pour détruire la galaxie. Voilà. Et grosso merdo, le casque de réalité virtuelle serait un moyen justement de contrôle de cette race-là. Voilà. Ouais, comme dans New York 84 ou je sais pas. Non, tu confonds. Toi, tu confonds les films avec Russell Crowe et C'était comment? C'était New York. Non, c'est pas New York. Je crois que c'est Los Angeles. Ah oui, c'est ça, Los Angeles. Ah putain, attends, bouge pas, je regarde. Los Angeles. Ah putain, comment il s'appelle ce film? Ouais, tout à fait. Hein. Je vois en plus de quoi tu parles. Avec Kurt Russell. Non, c'est pas Kurt Russell, là. Toi, Non, c'est pas Kurt Russell. Non, toi, tu me parles d'autre chose, toi. Tu me parles d'autre chose. Putain. Ah, j'ai la rage, parce qu'en plus, tu sais quoi? Tu veux rigoler, j'ai vu un jeu de société qui est sorti aujourd'hui. Ah, oui, c'est pas Kurt Russell, effectivement. Alors, autant pour moi, t'as raison. Los Angeles 2013 et je sais plus combien c'est avec Kurt Russell. Avec Kurt Russell, mais c'est pas celui-là que je voulais te dire. Oui, j'ai bien compris de quoi tu parles avec que quand le mec met les Ray-Ban, en fait, voilà. Le mec dans ce film-là dont on parle, putain, fais voir si je tape film obéi. En fait, l'histoire de ce film, c'est le mec qui se balade dans sa ville natale, donc genre un peu New York ou un truc comme ça. Et en fait, donc la vie normale, il tombe sur des lunettes qui ressemblent à des Ray-Ban noirs. Et quand il les met, il voit la vraie réalité des choses. Et il s'aperçoit que la réalité est dirigée par des extraterrestres qui forcent les gens à s'accoupler, à consommer et à bouffer de la merde. C'est-à-dire que tous les panneaux publicitaires, les livres, les médias, tout est dirigé par cette race d'extraterrestres. Et quand il regarde par exemple un gros panneau de médias où il y a par exemple, j'en sais rien moi, des vacances pour partir en Italie ou quoi, et ben quand il met les lunettes noires, en fait en gros sur le panneau il y a marqué obéis. Et ou alors accouple-toi, mange, ou enfin c'est hallucinant parce que tu t'aperçois que c'est vraiment du conditionnement. Et c'est Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles. De 1988. Voilà, Invasion Los Angeles, c'est ça. Errante à la recherche d'un travail, John Nada, ouvrier au chômage, découvre un étonnant trafic de lunettes. Une fois posées sur le nez, elles permettent de détecter d'épouvantables extraterrestres décidés à prendre le contrôle de la planète. 78 quoi. Ouais, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Alors ce qui est rigolo, c'est que le film, encore une fois de plus, 1988. Et ah non, il est sorti un an après. Réalisateur John Carpenter. Voilà. Ah voilà. Mais effectivement, ça peut coller dans le sens où, en mettant les lunettes, il passe ce que j'appellerais à travers le miroir. Il passe dans une autre réalité et du coup, il reçoit en quelque sorte pas la lumière, mais une compréhension sur son monde. Tu vois le délire ? C'est exactement ça. Et c'est ce que dans l'approche parle Matrix aussi, tu vois. Ça a un délire très ésotérique derrière, mais bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Donc pour continuer donc sur les médias de la réalité virtuelle, effectivement, il y a même le Hellfest qui, dans son édition de 2019, avec la marque Doc Martens, a proposé des expériences en réalité virtuelle pour faire monter soi-disant les gens sur scène auprès des groupes. Donc genre tu mettais le casque et tu pouvais voir à 360 degrés la scène du Hellfest avec ton groupe préféré à côté de toi, le public qui te gueule dessus. Donc voilà, donc ça fait partie des expériences sympas et qui se rapprochent au métal. Ou alors sinon, toi peut-être que ça te parlera, tu as un Rock Band VR Oculus qui a été annoncé le 23 mars 2017. Oui. Où tu peux carrément accrocher je crois, des accessoires sur le casque. Ouais, tu peux, mais en fait, truc tout bête, puisque avec les Oculus Touch, donc les manettes, c'est ça. Parfaitement les mouvements, tu prends un balai, ça te fait une guitare. La classe. Et donc justement, après, c'était un autre jeu, Unplugged Air Guitar, et qui est effectivement la même chose, sauf que lui, il est en Kickstarter. Alors, je sais pas si c'est encore le cas, il me semble. Mais voilà, utilise le hand tracking de l'Oculus Quest. Donc du coup, le mec a l'air dans la bonne voie pour que ça se fasse, quoi. Mais sauf que lui, il préfère s'associer à des groupes indépendants pour faire la promo de leur musique, quoi. Voilà.
Donc mettre voilà comme approche. qui clôture le chapitre 2. Le chapitre 3 durera 10 minutes, pas plus, je le promets. On s'envoie une musique? Ouais, on s'envoie une musique. Tu veux quelque chose en particulier? Ouais, les Bee Gees. Non, on a dit qu'on le faisait plus, quoi. Allez, mets du... attends, réfléchis. T'avais pas du... Ah, bah, j'ai Du Dystopia Fairyland. Ah, du... Ouais, bah vas-y. de Megadeth. Au moins, comme ça, on est dans le thème. Allez, tac, je la mets. Jingle, et on se retrouve après. Dystopia, Megadeth. À de suite. À de suite. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it. Et nous revoilà sur Brutal Radio, donc pour la troisième et dernière partie du gros dossier de la soirée sur la réalité virtuelle, objet de divertissement ou objet de conditionnement. Chapitre 3, tu es toujours là, Matt? Voilà. Tu es toujours là, impeccable. Chapitre 3, donc Oui. derrière le miroir. Alors, hop, je fais juste... bouge pas, le reste de ma programmation musicale, je suis désolé. C'est toujours le même problème, quoi. Hop, je fais vite, voilà. Donc, chapitre 3, derrière le miroir. Et là, je vais faire en quelque sorte un peu ma conclusion sur le sujet. Donc, connu donc du grand public grâce au cinéma et aux jeux vidéo comme un divertissement coûteux que peu de personnes peuvent encore s'offrir, la VR tente à se transformer au fil des années en ce que j'appellerais un produit de conditionnement. Ne voyez pas là un terme forcément à connotation négative, tantôt mon propos n'est pas à dire une millième fois que jouer fait de nous un tueur, non, mon propos n'est pas là. Ou pas, si l'on est déjà mentalement sujet à des soucis psychologiques. À voir. Non. Là où je veux en venir, c'est par exemple que la VR sert aujourd'hui à conditionner l'être humain pour guérir de phobies par exemple. Être dans un environnement sûr et affronter un danger qui dans la vie de tous les jours nous perturbe peut aider le cerveau et le corps à anticiper le problème à sa prochaine rencontre avec lui dans la vie réelle. Bien sûr, télécharger BoxVR sur votre console Oui. et boxer virtuellement Oui. ne fera pas de vous un vrai boxeur. On est bien d'accord. Non, mais c'est marrant que tu parles de ça parce que tu vois, moi je suis sujet au vertige. Alors, T'es sujet au vertige, oui. ouais, je suis sujet au vertige, c'est monstrueux. Et depuis que j'utilise la VR, T'as plus de vertige. c'est pas que j'ai plus de vertige. C'est un miracle. Que... non, c'est pas ça. C'est pas que je l'ai plus. Hein. Je suis dehors de. Mais ouais. ça me permet de me mettre virtuellement en danger et de combattre ça. Et voilà, donc c'est là où est mon propos. Et donc du coup, comme je disais, jouer à BoxVR et boxer virtuellement ne fera pas de vous un vrai boxeur, mais il pourra vous aider à conditionner votre corps à obtenir des gestes, des réflexes à travers des tas d'entraînements que vous n'auriez peut-être jamais pensé à faire vous-même. C'est bon ça, j'y avais pas pensé à ça. Eh Putain, oui. Mike Tyson, j'arrive. Je vais te niquer, par contre. Voilà, donc après c'est ce que je dis, ça fera pas de toi un boxeur, c'est sûr, mais ça peut déjà t'entrevoir à placer ton corps différemment, à tenter des mouvements, à faire des choses que t'aurais jamais fait. Donc voilà. Et là où l'a très bien compris la société actuelle, et on en parlait tout à l'heure, c'est par exemple le domaine militaire qui s'en sert. Là, la réalité virtuelle a un rôle crucial dans la formation au combat, pour les chasseurs par exemple. Pour les chasseurs, pour piloter des drones, des choses comme ça. Bien sûr, tout à fait, les drones, j'y avais pas pensé. Exactement, quoi. On a par exemple le domaine médical qui s'en sert pour suivre des formations à la place d'aller choper un corps, un cadavre ou carrément des patients. Tu fais ça dans un univers en réalité virtuelle et puis bon, c'est 100 fois mieux, quoi. Et ils opèrent aussi à distance grâce à ça. Et effectivement, c'est là où je vais en venir avec la chirurgie. Ils peuvent opérer carrément à distance, quoi. Et donc, le robot en question dont on parle, c'est le robot Da Vinci. Ce super nom, tu vois. Utilisé donc à plus de 1700 exemplaires. Donc un truc, tu vois, super top. Je crois qu'il disait, c'est ça, un autre cas d'utilisation d'un robot est l'opération Lindbergh, où le professeur Jacques Maresco et son équipe opèrent un patient installé à Strasbourg depuis New York.
C'est ça. Donc c'est hallucinant ce qu'on arrive à faire avec. Et il y a un truc aussi qui m'a surpris, je suis resté sur le cul, c'est que la réalité virtuelle pouvait servir aussi dans la maladie de Parkinson et à la place de ce qu'on appelle la thérapie miroir pour les accidentés de la route ou les paralysés qui n'arrivent plus à bouger leurs bras ou les trucs comme ça. Et la thérapie miroir, en fait, c'est-à-dire que tu places le miroir à côté de la personne. Donc la personne qui te montre son reflet bouge son bras, et toi, sans regarder ton propre bras, donc en regardant le bras du mec qui fait les mouvements, toi tu essayes de refaire pareil pour justement que ton cerveau le fasse automatiquement. Ouais, voilà. Les mouvements, quoi. Et arrive à passer le conditionnement du fait que tu as eu un accident et que tu peux plus utiliser ton bras. Et là où la réalité virtuelle peut être intéressante, c'est que justement, quand tu as le casque sur la tête, tu ne vois pas tes membres, mais tu peux voir tes bras effectuer des mouvements. Et peut-être qu'à force de répétition, le cerveau peut l'enregistrer, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est ouf, ça. Ouais, ça c'est ouf, c'est super intéressant à regarder. Je suis tombé, je te dis, sur Science et je sais plus quoi. C'était énorme, quoi. C'est énorme. Et puis pareil pour la psychothérapie, du coup, où on te prend l'exemple d'un casque VR posé sur la tête d'une personne qui a une phobie des araignées. Et en fait, la personne, dans un premier temps, elle va voir des cubes qui se déplacent sur une table. Elle va essayer de les toucher. Dans un second temps, elle va voir la forme de l'araignée, mais en beaucoup plus pixelisé, tu vois. Et dans un troisième temps, elle va voir l'araignée. Et au fur et à mesure, elle va être amenée justement à s'en approcher et essayer de conditionner sa peur pour la vaincre. Et là aussi, je suis tombé sur le cul dans un domaine juridique. Écoute bien, en Allemagne, l'expert en imagerie numérique de la police judiciaire de Munich, donc Ralph Becker, a développé un programme de réalité virtuelle dont les procureurs allemands se servent aujourd'hui pour enquêter sur les derniers criminels de guerre nazis. Le programme, qui consiste en une modélisation 3D extrêmement détaillée du camp de concentration d'Auschwitz, permettrait donc de démentir les propos des suspects qui admettent avoir travaillé à Auschwitz mais nient avoir été conscients du génocide qui s'y déroulait. En recréant la perspective de l'accusé, moyen donc d'un casque, les tenants du projet espèrent recréer l'expérience du suspect et ainsi démontrer qu'il lui était dans les faits impossible de ne pas savoir. Voilà. Donc tu vois jusqu'où les mecs sont allés chercher. Pareil dans l'architecture, toi peut-être que ça devrait te parler, en termes de comment ça s'appelle, de construction, même pour la mécanique, pour créer les pièces, avoir des vues 3D, des proportions, voilà. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai un logiciel. Un logiciel, oui. Mais un logiciel qui récupère des données topographiques, par exemple pour recréer une route, par exemple. Bon, toi, des fois, t'as déjà vu là les mecs au bord. Au bord de, pardon ? Au bord des routes qui prennent des mesures. Oui, tout à fait, ouais. Alors ça crée ce qu'on appelle un nuage de points. Et ce nuage de points, moi je le récupère dans mon logiciel. Ça me recrée une route virtuellement. Ah, c'est et bon, je peux tourner tout autour. D'accord, tu m'as appris un truc, tu vois, je savais pas que ça servait à ça en fait, quoi. Bah voilà. Quand t'as des gens qui font des jeux de voitures, des jeux de Formule 1 ou des trucs. D'accord, donc ça sert à ça clairement, quoi. Ok. Voilà. C'est pour avoir des données topographiques. Ok, tu m'as appris un truc, merci beaucoup. Mais y a pas de quoi. Donc pareil, les centrales nucléaires s'en servent pour les agents qui doivent gérer la centrale, à la place de les envoyer dans une centrale comme Homer Simpson et de tout faire péter, en appuyant de partout, là du coup ça permet de les former, ça fait un gain de temps, un gain d'argent, parce que du coup t'as plus à payer des gens aussi pour former, t'as une machine qui avec des enregistrements qui passent, donc le mec peut faire sa vie, peut jouer entre guillemets, à tester les choses, à apprendre. Là, t'as les pilotes aussi d'avion, hein, les aéronefs et tout. Oui, tout à fait. Cosmonautes et tout le tralala aussi, tout le genre de système. Ouais, exactement, donc on va dire que techniquement, voilà, là on a passé le stade de ce dont on parlait tout à l'heure. La réalité virtuelle n'est plus un objet de divertissement, elle est un objet de conditionnement de l'être humain. Et d'apprentissage, voilà. Parce que, alors effectivement, le conditionnement précise que limite c'est contre ton gré, que à la limite ça se ferait.
Mais voilà, c'est vrai. effectivement, on peut dire apprentissage aussi, quoi. Moi, c'est vraiment pas dans un aspect négatif que je veux l'employer, là. Ouais, ouais, C'est tout à fait, je vraiment comprends tout à fait. conditionner ton corps à faire des choses qu'il n'aurait peut-être jamais pu faire avant, quoi. Voilà. On revient sur les cosmonautes, moi, il y a un truc qui m'a toujours... Verbotron, là, tu sais, le truc qui tourne, là. Ah oui, Putain, ce truc-là... ouais, je crois que c'est j'allais dire la foreuse. Ouais, ça, c'est une centrifugeuse, quoi. centrifugeuse, un truc pour faire regarder, quoi. Comme ça, moi, je rêve de faire un tour là-dedans. Et donc, pour conclure, pour conclure, en fait, tout ça, dernièrement aussi, tu as eu le Laval virtuel. Donc le salon dédié aux nouvelles technologies, à la réalité virtuelle et tout, qui a lancé son salon 100% virtuel, où justement, en mettant un casque ou avec ton ordinateur, tu peux visiter tout le salon, aller voir des sortes de PNJ, donc avec qui discuter, voir des vidéos en direct dans une conférence, genre dans un amphithéâtre, où tu t'assois à côté des gens et tu écoutes les conférences, et voilà. Pour le Covid, vu comme c'est super marrant que tu parles de ça, parce que c'est Oculus, là, moi, et ben ils proposent ça. Et ils ont proposé un truc, bon, moi je suis pas inscrit celui-là, mais je me suis inscrit à l'autre. L'autre est carrément génial. Il te propose de visionner un film en 3D complète. Alors parfois même dans des salles de cinéma. Oui, alors en là multijoueur. T'es chez toi, alors j'ai essayé vite fait, tu rentres dans une salle de cinéma virtuelle, t'assois sur un siège. Oula, tu lags à mort. Ah, excusez-moi. C'est pas grave, t'inquiète. Avec ton casque VR, là, l'Oculus, tu rentres dans une salle de ciné virtuelle, t'assois dans un siège virtuel. D'accord. Et là, le film qui va être posé demain matin, tout est gratuit. Hein. D'accord. Et Ghost in the Shell. Et en full 3D. Oh, la classe. Ouais, donc je vais me faire ça demain et je te dirai que... Ouais, tu me diras, parce que en termes d'ambiance et tout, je regardais des sites justement, alors j'ai pas voulu en parler dans le dossier, mais ils disaient que ça serait sûrement l'avenir du cinéma, parce que les gens préfèrent des services comme les vidéos à la demande, être chez eux tranquille, pouvoir aller aux toilettes, pouvoir manger en même temps chez eux, pépère. Alors qu'au cinéma maintenant, c'est vrai que quand tu vas... alors ce qui est rigolo, c'est que les gens veulent ça, veulent être chez eux tranquille à regarder des films en VOD et tout, mais quand ils vont au cinéma pour voir un gros film qui leur plaît, ils se comportent comme s'ils étaient chez eux, donc avec le téléphone à la main, le gros paquet de chips, et ils emmerdent tout le monde. Mais c'est un véritable problème, hein. Et ça, c'est un fléau, ça c'est un fléau. monstrueux. C'est un fléau. Moi je me suis même battu pour ça. Enfin battu, le mot est gros, mais voilà quoi, avec ma femme, je peux te dire ça a été le bordel quoi. Non mais bon, moi je confirme, et moi je suis dans une ville... Tu es dans une ville quoi, j'ai pas compris. Plutôt civilisée. Ah, plutôt civilisée, ça va. Ouais, moi j'étais à Marseille, donc c'est... Laisse tomber. Oui, mais bon, toi maintenant t'as des zones où il y a des zombies. Où il y a des... Des zombies. Donc il va falloir éviter tout ça maintenant. Tout à fait. Prochainement, on va dire. Bon, écoute, il est 22h11. On a bien fait un bon sujet. On a fait un bon gros dossier. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on remet une petite musique? J'essaie de trouver un truc pas trop long. Ouais. Tiens, du Halloween, je crois qu'on en a. Alors attends, le logiciel il répond plus. Ah ça y est. Du Halloween. En plus ça va assez vite. Hop. Ouais, c'est pour ça. Halloween. Attends 5 secondes parce que là mon logiciel il fait un peu n'importe quoi. Donc hop. Donc là, hop. Coupure, c'est pas très grave. Hop, on se met un jingle, je monte le son, tu m'as dit du Halloween, je sais plus ce qu'on a en Halloween. Ah, je vais mettre celle-là, allez, tac. Allez, petite chanson de Halloween, c'est Power, et on se retrouve tout juste après pour la dernière partie de l'émission de Brutal Radio ce soir, qui sera Brutal Strike Commando, un JDR. Voilà, allez, à de suite. À de suite.